Alors, petit point technique, vous n'avez pas vos webcams qui sont activés, votre micro non plus, et vous aurez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions et réponses. Donc, petit rappel, présentation de l'Agence parisienne du climat pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une association créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris et avec le soutien de l'ADEME. Donc, on mobilise, accompagne, conseille et informe les copropriétés. Mais nous sommes aussi le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. Donc, nous faisons partie de l'espace France Rénove. Comment nous conseillons les copropriétés et les Parisiens? Donc, grâce à notre plateforme Coach CoPro. Donc, c'est une plateforme Internet où vous pourrez retrouver un centre de ressources où vous allez avoir des informations donc, pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels, avec le cahier des charges du diagnostic technique global ou autres documents techniques. Nous mettons aussi à disposition un annuaire de professionnels pour les copropriétés qui souhaitent entreprendre des travaux ou des diagnostics sur leur immeuble. Nous avons également une liste des copropriétés rénovées. Donc là, vous avez vraiment les projets qui sont réalisés avec tous les travaux qui ont été entrepris dessus, les entreprises qui sont intervenues, le financement, les aides, etc. Vraiment la totalité des informations liées à ces projets. Euh, Pour information, la plateforme, elle est disponible donc sur toute la métropole du Grand Paris, donc pas seulement sur Paris. Aujourd'hui, donc, c'est un solution pro, donc c'est destiné aux professionnels. C'est un rendez-vous qui est mensuel, donc sur les évolutions et les innovations énergétiques, que vous pouvez retrouver également sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure. Sur les événements à venir, donc vous avez probablement une solution pro en mai, mais je n'ai pas encore la date. Donc j'ai préféré vous mettre le solution pro qui aura lieu en juin sur les aides à la végétalisation, donc le 18 juin à 17 heures. Vous avez également un café climat, donc doit-on craindre la grande crue de la Seine, donc qui aura lieu le 25 avril à 18h30. Donc ces deux événements sont sur inscription, mais sont gratuits. Vous avez aussi une formation avec la CAC donc sur mener une rénovation énergétique en copropriété, donc qui aura lieu le 14 et 15 mai à l'Académie du Climat, mais c'est une formation qui est donc sur inscription et payante pour un coût de 900 euros. À présent, je vais laisser la parole à notre intervenant du jour, Maître Julien Baumgartner, avocat au barreau de Paris. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais d'abord commencer par partager mon écran. Voilà, ça vous pouvez voir la formation. Où est-ce qu'elle est? Tac. Bien, alors je crois qu'il y en a certains qui me connaissent, d'après ce que j'ai vu sur la liste des participants. Le thème de la réunion, donc, c'est le droit de surplomb. Qui est un droit tout nouveau dont je vais vous expliquer le principe et puis la mise en œuvre. Alors, d'où vient ce droit de surplomb? Il faut revenir un petit peu à la base. Il y a un principe en droit français qui est absolument fondamental, qui est le droit de propriété. Et le droit de propriété, il est carrément consacré par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, à l'article 17, et il dit que la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. Et donc, la conséquence de ce caractère sacré et inviolable du droit de propriété, c'est que on ne peut jamais empiéter sur la copropriété d'autrui. Et qu'est-ce qui se passe quand on empiète sur la copropriété d'autrui? C'est-à-dire qu'on commet un empiètement, qui est un terme qui est consacré par le Code civil. Eh bien, la Cour de cassation est absolument impitoyable sur l'empiètement. Dès qu'il y a un empiètement, on doit le détruire, même si ça suppose la démolition de l'ouvrage qui empiète. Et là-dessus, il n'y a pas de discussion possible, même il y a une jurisprudence qui date de 2002 qui a ordonné la destruction d'un immeuble qui n'empiétait que de 0,5 cm. D'accord? Donc,
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste mettre la présentation en plein écran, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, excusez-moi. Hop, hop, hop. Comme ça? Super, Voilà, parfait. merci, excusez-moi. Donc, le problème, c'est que dès qu'on empiète chez un voisin, on n'a pas le droit et on doit détruire. Donc, sauf si on se met d'accord avec le voisin, eh bien, on ne peut pas aller empiéter chez le voisin. Le problème, c'est que dans le cadre de la loi sur la loi résilience et de tous les travaux qui sont nécessaires pour la rénovation énergétique des bâtiments, l'une des solutions, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Ce qui suppose donc, dans certains cas, quand le cas évidemment se présente, ce qui suppose donc d'empiéter sur le fond voisin. Et jusqu'en 2021, il n'y avait malheureusement pas de solution législative. Et donc, c'est l'objet de cette présentation, c'est de vous montrer ce qu'est le droit de surplomb. Alors, juste, comment est-ce qu'on le fait avancer? Oui, non, c'est pas celui-là. Alors, vous pouvez Voilà, soit pardon. avec la roulette, voilà, c'est C'est bon, parfait. pardon, c'est bon, j'ai retrouvé. Et donc, la grande innovation, elle date de 2021. C'est un article du Code de la construction et de l'habitation qui a consacré un nouveau droit. Alors, je précise qu'on parle d'un droit, hein. On ne parle pas d'une servitude. C'est un droit, c'est une sorte de droit réel immobilier que la Cour de cassation va sans doute qualifier un jour ou l'autre de droit sui generis. Et donc, ce droit, c'est le droit de surplomb. Donc, qu'est-ce que c'est le droit de surplomb? C'est la possibilité pour un fonds d'habitation d'aller empiéter en partie sur le fonds voisin. Et il y a ensuite un décret qui est paru en juin 2022, le 23 juin 2022, qui précise les modalités de mise en œuvre de ce droit dans une procédure qu'on va regarder, puisque c'est ça l'objet de notre discussion. Alors, il y a une deuxième conséquence de ce droit de surplomb, c'est que d'une part, il y a la possibilité de surplomber le fonds voisin, et il y a une conséquence qui n'est pas écrite dans le texte de la loi, mais qui vient avec soi, c'est le fait d'accéder temporairement à ce fonds surplombé pour venir faire les travaux. D'accord? Ce qu'on appelle généralement le droit d'échelle. Alors, quelles sont les conditions qui ont été posées par la loi pour surplomber? Globalement, il faut la loi précise que Alors, attendez, excusez-moi, on va revenir après là-dessus. Pardon, je suis déjà là-dessus. Voilà. Donc, le principe, c'est que on ne peut surplomber que sur une largeur maximum de 35 centimètres et à une hauteur minimum de 2 mètres. Donc, vous avez l'immeuble qui est à isoler ici, vous avez le fond voisin, vous avez la possibilité, grâce à la loi maintenant et au décret, d'isoler sur 35 centimètres maximum avec une hauteur minimum de 2 mètres. Je précise que c'est les minimums de la loi. On peut y déroger si on a un accord avec le fonds voisin. Alors, comment est-ce que ce droit va être mis en œuvre? La loi pose que ça ne concerne, et ça c'est très important, que les travaux d'isolation thermique par extérieur. C'est-à-dire que le droit de surplomb ne s'applique qu'à l'ITE, qu'aux travaux d'ITE. C'est très important. Un simple ravalement de façade ne correspond pas à une ITE. Et donc, on ne peut pas appliquer le droit de surplomb. Ensuite, il faut qu'il n'y ait aucune autre solution technique pour l'isolation thermique par extérieur du bâtiment ou aucune autre solution technique présentant un coût ou une complexité excessive. Alors, ce sont des notions qui ne sont pas très claires et qui vont être progressivement affinées par la jurisprudence. Je vous préviens tout de suite, il n'y a aucune jurisprudence pour l'instant, compte tenu des délais de la loi. Pour aujourd'hui, on est purement dans la théorie actuellement, hein. Donc, le propriétaire qui veut isoler par l'extérieur son bâtiment, ne doit avoir
aucune autre alternative que celle de surplomber l'immeuble voisin. Donc, et là, c'est très important, on va le revoir après à plusieurs reprises. J'insiste tout particulièrement sur les précautions à prendre hein, avant d'engager toute la procédure dont on va parler maintenant. Il faut partir du principe que il doit y avoir une discussion préalable avec le fonds voisin. Il doit y avoir avant cette discussion une véritable étude très sérieuse. Mais là-dessus, bon, évidemment, je pense qu'il n'y a pas il y a pas de souci. Pour être sûr et certain qu'on est bien dans le droit de surplomb, parce qu'une fois que le train va être lancé, il va être très difficile à arrêter. Donc, il faut qu'il n'y ait que cette solution pour faire les travaux d'isolation thermique par extérieur, le droit de surplomb, il n'y a pas d'autre possibilité. Alors, comme on a dit, il faudra donc qu'il y ait un minimum de 2 mètres et une largeur maximum de 35 centimètres. Ça, c'est la condition, les deux conditions. Et le droit de surplomb permet d'accéder à la propriété voisine pour réaliser les travaux, notamment pour poser l'échafaudage. Enfin, dernier point qui est fixé par la loi, le droit de surplomb génère le paiement d'une indemnité à la fois pour l'opération d'isolation, c'est-à-dire que comme on va empiéter pour une durée, bon, on va revenir sur ce point aussi parce que la loi n'est pas très claire et n'en parle pas, il faut donc indemniser le fonds qui est surplombé et il faut aussi indemniser pour l'occupation temporaire du fonds pour réaliser les travaux. Alors, comment ça se passe? La loi et le décret ont prévu une procédure qui encadre maintenant le droit de surplomb. Alors, c'est une procédure qui est menée d'abord et évidemment à l'initiative du fonds qui veut réaliser les travaux. Ça s'appelle, on va notifier donc au propriétaire du fonds voisin une intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb et de bénéficier donc de l'accès. Alors, comment ça se passe? Le décret a prévu que celui qui notifie envoie donc un courrier. Alors, il y a soit le courrier recommandé avec avis de réception ou un acte d'huissier. Compte tenu de ce qui va se passer par la suite, je pense qu'il faut privilégier l'acte d'huissier. D'accord? Notamment si le fonds voisin n'est pas une copropriété, parce que dans une copropriété, normalement, il y a un syndic qui est désigné, donc on peut éventuellement envoyer un recommandé. En tout cas, ce qui est certain, que si le fonds voisin n'est pas une copropriété, l'acte d'huissier s'impose, parce qu'il faut avoir l'assurance que le courrier a été bien reçu. Et pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'on ne perde pas de temps, l'acte d'huissier est quand même beaucoup plus sécurisé que le courrier avec accusé-réception. Alors, dans cette notification, il va y avoir un certain nombre d'éléments obligatoires à faire figurer. Mais j'insiste quand même particulièrement sur un point, c'est qu'à mon avis, si vous voulez que les choses se passent correctement et qu'on arrive à à une solution positive, ce courrier ne doit être envoyé que s'il y a eu une discussion préalable, informelle, amiable avec le fonds voisin. D'accord? La loi ne donne pas obligation d'avoir discuté au préalable avec le fonds voisin, mais ça pourrait peut-être arriver dans le futur parce qu'il y a beaucoup maintenant notamment en droit immobilier, d'obligations de procédures préalables de conciliation ou de médiation. Ce n'est pas le cas actuellement en matière de surplomb, mais ça pourrait le devenir. Mais c'est un préalable, en fait, on va dire en pratique obligatoire. Envoyer un projet de convention de surplomb comme ça, sans en avoir discuté au préalable avec son voisin, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être parce qu'on peut arriver à trouver des solutions ensemble ou finalement avoir un accord beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que cette notification, elle doit contenir tout un ensemble de documents. Donc des choses assez basiques. D'abord, le nom, prénom, adresse postale de la personne qui va isoler. Donc ça veut dire le propriétaire du fonds.
Dans le cas d'une copropriété, bah, ça veut dire évidemment le nom du syndic, l'adresse de la copropriété, l'immatriculation de la copropriété. Ensuite, et là, ça veut dire que déjà, la copropriété est très avancée dans son projet. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre les choses bien en amont. Il faut un descriptif détaillé de l'ouvrage d'ITE avec un plan de façade. Et le cas échéant, un plan des toitures modifié en faisant apparaître l'état initial et l'état futur. Donc, ça veut dire en fait un projet architectural déjà très développé. Donc, une fois de plus, si la copropriété engage ses travaux, eh ben, il est important que l'architecte ait fait ses travaux en ayant avant ça déjà un petit peu discuté avec le fonds voisin. Parce que si on arrive avec un projet ficelé et qu'on n'a personne en face, on va perdre du temps. Ensuite, l'une des conditions de la loi, c'est les justificatifs démontrant qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre le niveau d'efficacité énergétique équivalent ou qu'une autre solution présenterait un coût, une complexité excessive. Ensuite, une première proposition relative au montant, enfin une proposition, pardon, excusez-moi, relative au montant des indemnités préalables, à la fois pour la contrepartie du droit de surplomb et à la fois pour la mise en place des installations provisoires nécessaires à la réalisation des travaux. Autre point qui est très important et qui, à mon avis, va être un risque là aussi de blocage, il faut tout de suite l'envisager. La notification doit contenir un projet d'acte authentique portant sur les modalités de mise en œuvre du droit de surplomb. Alors là, pour moi, c'est un vrai souci parce que quand on parle d'acte authentique, ça veut dire un projet d'acte notarié. Donc, ça veut dire, d'après ce qu'on comprend de la loi et du décret, que dès la notification, le notaire, qui de toute façon devra intervenir, hein, puisqu'en matière de droit de propriété et de propriété immobilière, par définition, il y a un acte notarié au final qui doit être signé par les parties et qui doit faire l'objet d'une publication à la publicité foncière. Et ça, c'est un monopole des notaires. Et là, on doit donc mettre dans la boucle, en amont, le notaire, puisqu'on doit, dans ce courrier de notification, mettre un projet d'acte. Alors, je n'ai pas encore eu de contact avec les notaires pour savoir comment ils évaluaient leur participation à cette notification. Ça suppose, d'après ce que dit le décret, qu'il y ait dans le courrier au minimum un projet d'acte avec un tampon d'un notaire. Donc là encore, il y a tout un projet, un travail en amont à faire par le propriétaire du fonds, par le syndic, par l'architecte, par l'avocat, par le notaire, pour qu'on notifie quelque chose de complet au fonds voisin. Ensuite, autre projet à mettre dans la notification, le projet de la convention définissant les modalités de mise en œuvre du droit de surplomb. Donc, cette convention, qui n'est pas un acte notarié, c'est comment est-ce que ça va se passer, quand est-ce qu'on va signer, quel est le prix, comment est-ce que va se dérouler le droit d'échelle, et ainsi de suite. Enfin, une reproduction des dispositions qu'on vient d'énumérer, en fait, celle de l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation. Alors, ce qui est très important, et c'est pour ça, moi, que je privilégie l'acte d'huissier pour notifier cette intention de réaliser un ouvrage d'isolation, c'est que elle fait partir un délai qui est un délai d'opposition de 6 mois. Pourquoi on parle délai d'opposition de 6 mois offert aux propriétaires voisins? C'est parce que jusqu'ici, quand on faisait des propositions, parce que moi j'en ai fait quelques-unes par le passé, qui ont systématiquement échoué parce que bah, voilà, il n'y avait pas d'obligation. Le fonds voisin, finalement, n'avait aucune obligation de répondre. Et tant qu'il n'était pas d'accord, eh ben, il n'avait pas d'obligation de dire oui ou de dire non, même d'ailleurs, hein. Voilà. Et ça, c'est la grande innovation de la loi et du décret, c'est que la notification, et c'est pour ça qu'il faut vraiment véritablement recourir à un huissier, la notification de cette intention de réaliser l'ouvrage d'isolation, eh bien, en surplomb, eh bien, va faire partir un délai de 6 mois. Et en fait, c'est le fonds voisin qui va devoir déclencher une procédure pour s'opposer à la notification. C'est très important. C'est-à-dire que si, dans les 6 mois qui suivent la notification, le fonds voisin n'a pas répondu, ça emporte acceptation du projet de convention. Et ça, c'est fondamental.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a Donc, il y a deux possibilités, hein. Le fonds voisin est un immeuble qui n'est pas en copropriété. Donc, dans ce cas-là, euh, le, le, on vise le propriétaire. Donc, on fait évidemment une demande de relevé de propriété auprès du service de publicité foncière pour savoir qui est le propriétaire. Et il a à ce moment-là 6 mois pour s'opposer selon la procédure judiciaire qu'on va indiquer. En ce qui concerne les immeubles qui sont soumis au statut de la copropriété, le décret a mis en place une procédure particulière. C'est-à-dire que dans le cas d'une copropriété, donc l'intention de réaliser l'opération de surplomb va être notifiée au syndic de l'immeuble qui est le mandataire du syndicat de copropriétaires. Et là encore, c'est au fonds voisin, donc à celui qui va être surplombé, de faire connaître son opposition au projet. Le syndic va avoir l'obligation d'inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires un certain nombre de points à l'ordre du jour. Il faut bien comprendre que d'après ce que dit la loi, le délai il court à partir de la décision d'intention de surplomber. Autrement dit, le syndic doit être extrêmement réactif, puisque lui aussi, il est tenu par des délais pour organiser une assemblée générale, le délai de 21 jours. Et donc, évidemment, il ne faut surtout pas qu'il perde de temps, parce que les 6 mois, ils démarrent dès la notification. Donc, qu'est-ce que doit faire le syndic? Il doit inscrire à l'ordre du jour 3 questions. Est-ce que d'abord, le syndicat des copropriétaires s'oppose ou pas à la proposition qui est faite? Et s'il s'oppose, à ce moment-là, il a 3 possibilités. Soit il saisit le juge en opposition, parce qu'il n'est pas d'accord avec le projet qui lui a été adressé, pour des raisons qu'on va voir. Deuxièmement, il décide de la saisine du juge parce qu'il n'est pas d'accord avec l'indemnité qui est prévue à la fois pour le surplomb et l'occupation temporaire du fonds pour les travaux. Et ce qui est très important, enfin, c'est qu'il faut surtout que le syndic intègre à la convocation à l'Assemblée générale l'ensemble des documents qui lui ont été notifiés par le propriétaire, enfin le fonds qui va surplomber. Donc, ça va faire une convocation très importante. Il ne faut pas que le syndic sélectionne les documents, il faut qu'il mette absolument tout. Tout le courrier qu'il a reçu, il faut qu'il le transmette au syndicat, aux membres, enfin aux copropriétaires dans le cadre d'une assemblée générale. Donc, on a d'abord une notification qui est faite par voie d'huissier ou éventuellement en courrier LRR par le fonds qui surplombe au fonds qui va être surplombé. Il y a un délai de 6 mois qui démarre à compter de la notification. Et pendant ces 6 mois, le fonds surplombé a la possibilité de s'opposer. Donc, si c'est un propriétaire qui n'est pas en copropriété, il peut saisir le juge soit pour s'opposer à l'opération parce qu'il estime qu'elle ne correspond pas, elle ne répond pas correctement aux conditions qui sont fixées par la loi, c'est-à-dire qu'il y a d'autres possibilités, par exemple, ou parce qu'il n'est pas d'accord avec la fixation de l'indemnité. Si c'est une copropriété, il faut impérativement, dans ce cas-là, que le syndic saisisse convoque une assemblée générale, pardon, excusez-moi, en respectant évidemment toutes les règles de fond et de forme et de fond de l'assemblée générale de la copropriété, et mette à l'ordre du jour la proposition qui a été faite par le fonds qui va surplomber. Et s'il n'y a pas d'accord, le fait de saisir le juge, c'est-à-dire qu'il y a 2, 3 questions à chaque fois. Et ça, c'est très important parce que si il y a pas la question va se poser de savoir, par exemple, s'il n'y a pas une décision de refus de l'Assemblée générale, est-ce que ça suffit pour saisir le juge? Il faut aussi que la copropriété mette à l'ordre du jour un mandat au syndic de saisir le tribunal. S'il n'y a pas, là encore, la copropriété aura perdu la possibilité de contester.
Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette nouvelle disposition législative et réglementaire, c'est que c'est, contrairement à ce qui se passait avant, où finalement le fonds surplombé était tout puissant parce que du fait de du caractère inviolable de la propriété privée, il n'avait aucune obligation, même d'ailleurs, de discuter de la proposition qui lui était faite. Là, non seulement il va devoir se positionner sur la proposition qui lui est faite, non seulement il va devoir le faire dans un délai qui est très court, qui est de 6 mois, mais en plus, si jamais il veut s'y opposer, il va devoir en plus saisir le juge. Donc, on renverse complètement, si vous voulez, le rapport de force qui avant était totalement au profit du fonds qui devait être surplombé. Et ça, c'est très important. C'est vraiment une modification fondamentale de la loi. Alors, j'ai un petit peu répondu déjà à ce qui est indiqué. Euh, L'Assemblée générale répond favorablement à la notification, c'est-à-dire que l'Assemblée générale approuve les documents qui lui ont été communiqués par le fonds qui surplombe. Et bien dans ce cas-là, le syndic du syndicat des copropriétaires a reçu par l'Assemblée générale un mandat pour signer l'acte authentique qui était déjà, enfin le projet d'acte authentique qui était dans la notification. Et donc, à ce moment-là, c'est au notaire à convoquer les deux propriétaires et le syndic notamment du fonds voisin pour qu'ils viennent signer l'acte authentique euh, qui va donc énumérer, enfin qui va donc fixer le droit de surplomb avec évidemment les conditions, on va dire, architecturales, et puis les conditions financières. Donc l'indemnisation pour l'occupation temporaire ou définitive, ça c'est un point sur lequel on va revenir, de la propriété privée, du fonds surplombé, pardon, et puis l'occupation temporaire, en fait le droit d'échelle. Si l'Assemblée générale répond défavorablement, eh bien, dans ce cas-là, il faut saisir le juge. Alors, le juge compétent, on est en matière immobilière, donc c'est toujours le même, hein, c'est celui qui est le juge du lieu de situation de l'immeuble. Ça, en matière immobilière, c'est toujours comme ça. Et la procédure qui a été choisie par la loi, c'est ce qu'on appelle la procédure accélérée au fond. Alors, ceux qui connaissent un petit peu le droit de la copropriété, c'est une procédure qui a été mise en place pour, qui a été mise en place en 2018 par la loi Allure pour obtenir un paiement plus rapide des appels de fonds en matière de travaux, en copropriété. Donc, c'est une procédure qui est accélérée, mais ce n'est pas une procédure en référé, c'est une procédure au fond. Elle est devant le président du tribunal judiciaire et normalement, elle est, alors ça dépend un peu des tribunaux en fonction de leur surcharge ou pas de travail, mais en gros, une procédure PAF, on peut obtenir un résultat dans les 6 mois selon les tribunaux. En fait, il n'y a qu'une seule audience, il n'y a pas de renvoi et donc ça va normalement très rapidement. Cela dit, en matière de charge, c'est déjà, il y a beaucoup de conditions à remplir et il y a en plus des divergences entre les tribunaux. Donc, il se peut que la procédure qui a été fixée pour la convention de surplomb connaisse aussi les mêmes problèmes. Parce que qu'est-ce qui va se passer, par exemple, lorsque le fonds surplombé va saisir le tribunal, est-ce qu'il va avoir une audience en 2 mois? Est-ce qu'il va avoir une audience en 6 mois? Est-ce qu'il va y avoir une audience en 8 mois? En fait, on n'en sait rien parce que ce sont le juge, le tribunal, lui, n'a pas l'obligation de statuer dans les 6 mois, hein. C'est en fonction de la charge de travail du tribunal. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut impérativement que le tribunal, enfin le président du tribunal judiciaire, soit saisi dans le délai de 6 mois. Puisque, à supposer même, par exemple, que dans une copropriété, il y a eu un vote favorable de l'Assemblée générale pour la saisie en opposition devant le président du tribunal judiciaire, s'il n'y a pas cette assignation délivrée dans les 6 mois, eh bien, le voisin est réputé avoir accepté la demande qu'il a reçue. Donc, c'est très contraignant comme procédure.
surtout pour le fond qui va être surplombé. Et donc, évidemment, il faut être très vigilant parce que si les travaux, enfin, si la demande est réputée acceptée, ben, vous allez voir qu'il y a quelques soucis après pour revenir en arrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le délai de 6 mois? Donc, l'opposition, c'est la saisine du tribunal, en fait, hein. Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de répondre négativement à la notification qui vous a été faite, que vous soyez un propriétaire ou une copropriété. La seule chose qui permet d'empêcher l'acceptation tacite de la convention, c'est la saisine du tribunal. Donc là, et c'est donc un monopole d'avocat. Donc, là encore, je me permets de faire un petit retour en arrière. Ça suppose évidemment en amont que donc l'architecte ait fait tout le travail. Ça suppose qu'il y a un notaire qui a été mis dans la boucle. Ça suppose aussi qu'un avocat a été mis dans la boucle pour que justement tout soit prêt quand on notifie la déclaration d'intention. Alors, donc il y a deux fondements pour s'opposer à la, à la proposition. Est-ce que les conditions qui ont été qui ont été édictées par la loi pour l'exercice du droit de surplomb sont réunies, hein? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions? Est-ce qu'il n'y a pas un motif sérieux et légitime pour s'y opposer? Bon, là, évidemment, c'est plus on va dire des questions, on va dire techniques, des questions architecturales. Donc, c'est pour ça, là aussi, qu'il faut qu'il y ait un travail en commun entre le propriétaire du fonds, la copropriété, l'avocat, l'architecte et le notaire. Et puis, est-ce qu'aussi le fait de mettre en place des installations provisoires n'est pas, n'affecte pas de manière durable ou excessive le fond surplombé? Alors, sachant que en ce qui concerne les autres règles, je passe rapidement sur ce point parce qu'en fait, en matière d'urbanisme, finalement, il n'y a pas trop de problèmes. En fait, les conventions de surplomb, jusqu'ici, ce n'était pas l'urbanisme qui posait de problème. C'était véritablement le droit de propriété qui s'opposait en fait à tout surplomb. Donc là-dessus, je passe assez rapidement puisque c'est plutôt simplifié. Alors, on en arrive au problème qui a toujours été celui qui faisait finalement échouer toutes les propositions qu'on avait faites jusqu'ici de convention de, de surplomb, c'est l'indemnisation. Donc, je vous le dis tout de suite, il n'y a rigoureusement aucune règle, il n'y a rigoureusement aucune jurisprudence, et la loi, donc avant la loi, et tant la loi que le décret n'ont fixé absolument aucune règle sur l'indemnisation du propriétaire dont le fonds est surplombé. Alors, cela dit, en matière de droit d'échelle, il y a quand même des usages qui sont un peu connus, qui ne sont pas fixés par la loi ni par la jurisprudence, hein. Généralement, on prend l'empiètement en matière pour tout ce qui est échafaudage. On prend le nombre de mètres carrés, on le multiplie en gros par le prix du mètre carré, et puis on fait une cote mal taillée sur le nombre de jours utilisés pour avoir à peu près un montant. Et puis après, on fait une cote, on essaie de discuter avec le fonds voisin pour lui dire que bon, voilà, c'est trop ou c'est pas assez, hein. Donc, en matière d'occupation temporaire, là-dessus, il y a pas trop de soucis. Alors, quid de l'indemnisation du fonds surplombé par ce qui a vocation à devenir définitif, hein, c'est-à-dire l'ITE. Jusqu'ici, on avait à peu près les mêmes règles, c'est-à-dire que, bah, en gros, 35, là, la règle de toute façon maintenant est le montant maximum, enfin l'espace maximum est fixé puisque c'est 35 mètres, 35 centimètres, pardon, excusez-moi, d'empiètement en largeur. Euh, et donc, on peut imaginer qu'on fait, dans le pire des cas, 35 cm fois la longueur, multiplié par le prix du mètre carré en fonction de là où on est. Est-ce qu'on tombe sur un jardin? Est-ce qu'on tombe sur par exemple, ou est-ce qu'on tombe sur un toit, ou une toiture, ou est-ce qu'on tombe sur une terrasse ou un balcon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK. Bon. Et puis, voilà, là-dessus, je pense que c'est vraiment le maximum du maximum que le fonds voisin pourra
exigée. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Soyons très clairs. Il risque de se passer la chose suivante, c'est que comme il n'y a aucune règle, le tribunal risque de nommer un expert judiciaire qui va essayer de trouver une solution avec les règles que je viens d'expliquer, qui ne sont pas fixées, hein, mais qui sont en gros des règles de bon sens, on va dire, de telle sorte à ce que effectivement la procédure ne soit pas, enfin que l'indemnisation ne soit pas une fois de plus, ce qui fait complètement échouer la convention de surplomb. Voilà. Alors évidemment, au fur et à mesure de l'application de la loi, il y a une jurisprudence qui va se créer. On va avoir un petit peu des indications. Mais enfin, en dehors du calcul que je viens de vous faire, et puis éventuellement peut-être une petite indemnisation parce que il y aura peut-être une atteinte à la beauté du site ou quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, une problématique on va dire d'indemnisation pour préjudice visuel qui pourrait éventuellement se poser. Euh, à ce jour, on n'a pas d'autres indications réglementaires, législatives, jurisprudentielles ou même de pratique, de doctrine. Rien n'est fixé sur ce point. Voilà. Donc, ce qu'il faut prévoir, c'est que dans les premières applications de la loi, il y aura sans doute la saisine d'un expert judiciaire, comme il y en a pour évaluer un fonds de commerce, comme il y en a pour évaluer un bâtiment. Il y a des règles, voilà, il y a des experts en évaluation et qui donneront peut-être des règles précises. Alors, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Euh, une expertise judiciaire pour que des critères soient plus ou moins fixés par la jurisprudence progressivement. Et c'est pour ça qu'on en revient finalement toujours au point de départ. Dans moi, les quelques dossiers que j'ai faits jusqu'ici et qui ont tous échoué parce que bah, il n'y avait pas de possible de discuter en face, évidemment, il faut partir, à mon avis, du principe qu'il faut d'abord discuter avec le voisin parce que ça permet de savoir si on avance si l'architecte peut avancer, si le notaire peut commencer sa rédaction, si l'avocat peut mettre en place la convention, ou alors s'il faut, ça peut être un travail en commun avec le fonds voisin, avec le syndicat voisin. Il est quand même mieux de partir sur une base amiable, notamment parce que il y a toujours le risque que, notamment en région parisienne, les tribunaux imposent des médiations, hein. Et donc, parce que la médiation va normalement suspend le délai de 6 mois. Et donc, il est fort probable que si jamais ce contentieux venait à se développer, les tribunaux, notamment de la région parisienne, imposent des médiations justement pour que les choses se règlent à l'amiable. Donc, il est intéressant, si on est sur des projets urgents qui sont votés, les entreprises sont sélectionnées, on a signé les OS. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis parce que par définition, vu le délai qu'il y a à respecter, les conditions à respecter, il vaut mieux pas signer les OS, même si là, j'ai eu le cas récemment d'une copropriété euh, qui a, euh, qui a tout fait, qui a voté les travaux, qui était à 2 doigts de signer les OS, mais qui n'avait même pas pensé à contacter le fonds voisin pour discuter du surplomb, et qui n'avait donc même pas signifié la déclaration. Et donc, on doit tout arrêter alors que tout était presque prêt. Voilà, donc très important, je pense qu'effectivement, il faut commencer par une discussion amiable avec le fonds voisin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est essentiellement dans du théorique parce que la loi est récente, donc la loi elle est de 2021. Le décret, lui, est de 2023. Autant vous dire que aujourd'hui, même en étant en avril 2024, on n'a aucune décision de jurisprudence. Je ne sais même pas à ce jour, peut-être si vous avez des exemples, je suis preneur évidemment, euh, de, de procédures ayant été engagées sur le fondement de cette loi euh, devant les tribunaux. Voilà, c'est donc ben, on a fini. On peut maintenant répondre à vos questions si vous le souhaitez. Oui, merci. On a eu pas mal de questions. Donc, je pense on va reprendre. Il y en a qui arrivaient au début de la présentation. Peut-être il y a eu la réponse entre-temps. On va quand même les reprendre une à une. Est-ce que je Euh, peux avoir accès aux questions?
d'une façon ou d'une Oui, autre. bien sûr. Vous en avez dans le chat et dans le Q&R juste en Ah oui. bas. Alors, il faut que je me Hein, vous remette avez dessus. accès à Hein. tout. Ouais, ok. Ouais. Où est-ce qu'il est passé? Bon, bah, écoutez, je ne les vois pas. Donc, Ah, mais là, Bon, pardon, je les ai retrouvés. Voilà. Voilà. Chat et QR. D'accord. Ok. Bah, voilà. alors, allez-y. Très bien. Alors, on en avait une qui concernait, je pense, la slide numéro 4 sur le petit schéma. Donc, la hauteur de 2 mètres est-elle à partir du sol ou à partir du toit du bâtiment voisin Du sol. du Parce sol? que, pour répondre à la question, alors, une propriété, elle est à la fois, c'est à la propriété du sol, il y a la propriété de ce qui est en dessous, qu'on appelle le tréfonds, et on considère qu'on est propriétaire jusqu'au sommet du bâtiment. Donc, en fait, une propriété, elle a une propriété aérienne aussi. D'accord? Les 2 mètres, c'est une hauteur minimum. Hein. Donc, par définition, c'est à partir évidemment du sol. Et c'est une hauteur minimum si on veut faire appliquer les conditions de la loi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, rien n'interdit d'aller plus bas. Hein. Ça, pour le coup, s'il y a une discussion intéressante avec le fonds voisin, enfin une discussion positive, on va dire, on peut descendre plus bas. Ok. Donc, nouvelle question. Alors, c'était en particulier donc sur les solutions techniques pour opposer au droit de surplomb. Donc, aucune autre solution technique. Donc, on peut opposer une isolation thermique par l'intérieur. Est-ce que c'est possible? Elle est revenue plusieurs fois, cette question. Alors, il y a un ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un renversement de la charge de la preuve qui est assez, un petit peu dur, je le dis, pour le fond voisin, celui qui va être surplombé. Parce que c'est lui qui va devoir dire que la solution technique retenue par le fond, par l'immeuble qui veut isoler, n'est pas conforme à la loi. D'accord? Donc, alors je suis pas technicien, parce que moi je suis pas architecte, mais euh, là encore, la question est intéressante, mais en fait, on n'a pas la réponse pour une raison très simple, c'est que les conditions ont été fixées par la loi, mais on n'a pas de jurisprudence. Donc, comment est-ce que le fonds voisin, donc le fonds à surplomber, qui n'est peut-être finalement pas quelqu'un qui est entouré comme une copropriété par un syndic ou éventuellement un architecte, va pouvoir dire au fond qui veut surplomber, vous avez d'autres solutions techniques que celles que vous me présentez. Étant précisé, et là je le répète, c'est très important, le droit de surplomb ne s'applique que dans le cadre d'une isolation thermique par l'extérieur. D'accord? Donc, il suffit de dire, euh, je ne sais pas si techniquement ce que vous dites est exact, hein, je ne prends pas position parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Est-ce qu'une isolation thermique par l'intérieur suffira? Oui, peut-être. Encore faut-il, un, le dire, deux, le démontrer, et trois, une fois de plus, saisir le tribunal. Il ne suffira pas de dire, et c'est vraiment le principe du décret et de cette nouvelle loi, il suffit pas de dire vous avez d'autres solutions. Il faut saisir le tribunal. Si vous ne saisissez pas le tribunal, eh bien, le droit de surplomb sera accepté. Enfin, vous ne pourrez plus revenir dessus. Très bien. Nouvelle question. Donc, le voisin peut-il donner son accord par écrit pour gagner du temps et éviter une opposition? Oui, tout à fait, absolument. Ouais. Très bien. Pour les justificatifs, il est Sachant que, obligatoire. attendez, excusez-moi, Oui, sachant que s'il donne son accord, il faut de toute façon qu'il y ait un acte notarié hein, après. Hein. Donc, il faut de toute façon aller chez le notaire. très Puisque bien. la convention fera l'objet d'une publication au SPF, à la publicité foncière. Pardon. Non, mais allez-y. C'est bon. Alors, c'est une nouvelle question qui rappelle du coup sur l'isolation sur l'intérieur. Donc, on va voir si vous pouvez peut-être donner d'autres informations. Pour les justificatifs, il est obligatoire d'intégrer un calcul thermique justifiant qu'une isolation intérieure, le niveau de performance n'est pas atteint. Le fonds voisin a le droit de contester les études thermiques et les preuves et par conséquent refuser le surplomb. Excusez-moi. Alors,
Ça va être un problème. C'est-à-dire que jusqu'à quel point il va falloir justifier effectivement qu'on n'a pas d'autre solution. J'ai envie de dire, qui peut le plus, il faut y aller en fait, si vous voulez. Parce que plus ce sera justifié, plus le fonds voisin à surplomber aura des difficultés à justifier son refus. D'accord? Donc, il va falloir prévoir dès le départ dans le travail de l'architecte, parce que là, c'est pour le coup, là, c'est vraiment l'architecte qui va être saisi. Il va falloir effectivement prévoir dès le départ, j'ai envie de dire, de blinder le dossier pour que, je vais être un petit peu, faire un petit peu l'avocat du diable, en fait, pour dissuader éventuellement une procédure judiciaire. Parce que si vous avez un dossier technique qui est en béton armé, peut-être que le voisin va se dire, bon, bah, de toute façon, même devant le tribunal, j'ai pas de possibilité. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, justifier le plus possible, hein. Très bien. Alors, pouvez-vous préciser si les enduits isolants sont concernés par ces demandes d'autorisation? Est-ce que vous avez la réponse? A priori, je pense pas que l'enduit, mais là, c'est sous réserve d'avis techniques dont je suis totalement incapable. Est-ce que l'enduit entraîne un épaississement du mur, en fait, hein? Je rappelle que, comme je l'ai dit en introduction, et c'est très important, l'empiètement, il commence même de 0,5 cm. Donc, si je comprends bien votre question, hein, parce que comme c'est un point technique, j'en suis pas du tout, c'est pas du tout mon domaine. Si votre enduit fait que vous dépassez la limite de propriété, eh ben, vous êtes déjà dans l'empiètement. Et donc, ça pourrait supposer que vous devez d'ores et déjà demander un droit de surplomb. Il y a des enduits a priori de plus de 6-8 centimètres, c'est ce qui est indiqué Voilà. dans le chat. Bon, donc Donc voilà. je suis peut-être pas mauvais en technique alors finalement. Je- je- Il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé parce que là aussi c'est très complexe. C'est la question évidemment de la propriété des murs, hein. Ça, alors là, parce que sinon on aurait dû prendre une heure de plus. Prochain Euh, webinaire. voilà. Effectivement, une question qui va se poser très souvent, c'est à qui appartient le mur? Appartient-il à un fonds? Est-il mitoyen? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'où est-il mitoyen? À partir de d'où s'applique la limite de 2 mètres? Voilà, là aussi, c'est toute une question, mais qu'on n'a pas abordée puisque c'est la première fois qu'on fait cette présentation. Et que bah, la question, effectivement, va se poser aussi enfin, va être un préalable. Et là aussi, il va peut-être falloir commencer par un bornage, soit amiable, soit contradictoire. C'est-à-dire amiable, c'est-à-dire qu'on se met d'accord avec le fonds voisin pour dire voilà la limite de propriété. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, notamment dans les zones très denses, que ce soit à Paris ou en banlieue. Savoir à qui appartient un mur n'est pas du tout, du tout, du tout évident. Et donc là aussi, c'est un préalable pour savoir si, notamment si le mur n'est pas mitoyen. Très bien. Du coup, alors une nouvelle question, je pense que c'est sur le schéma sur lequel on est encore au niveau des slides. D'où vient ce dessin de 2 mètres au-dessus de la couverture du voisin? Est-il contractuel ou est-ce votre interprétation? Je n'ai aucun droit d'auteur dessus, je vous le dis tout de suite. Il circule dans pas mal de documents. C'est vous allez le retrouver dans d'autres publications sur cette question. En fait, c'est l'application on va dire, la plus basique des critères fixés par la loi et le décret. Voilà, tout simplement. Il n'a aucune valeur contractuelle et encore moins, de ma part, une valeur de consultation juridique. Soyons clairs. Très bien. Le voisin doit-il justifier techniquement son refus? Merci pour la question. Est-ce qu'il doit justifier? Oui, parce qu'en fait, le risque que le voisin prend à ne pas justifier son refus, c'est de tomber dans l'abus de droit. Jusqu'ici, d'ailleurs, c'était la seule solution quand on voulait imposer une convention de surplomb. C'est-à-dire qu'on discutait avec le fonds voisin, on lui proposait une convention, il ne voulait pas la signer. La seule solution, c'était d'engager une procédure en abus de droit. Le problème, c'est que comme le droit en question, c'était le droit de propriété,
les tribunaux avaient très rapidement dit que ce n'était pas la peine en fait, de contester, puisque le droit de propriété est inviolable. Donc, il vaut mieux qu'il le justifie, parce que, une fois de plus, ce qui va se passer, c'est devant le tribunal. S'il arrive devant le tribunal en disant non, je ne suis pas d'accord parce qu'il aurait pu faire autrement, c'est clair et net qu'il va perdre. Donc, il va devoir effectivement justifier techniquement. Et donc, ce qui va poser un problème, effectivement, quand on va se trouver en face de personnes qui ne sont pas des copropriétés ou qui n'ont pas les moyens d'avoir un avis technique. Super. Nouvelle question. Ces conventions sont-elles une prérogative exclusive d'un maître d'ouvrage en relation avec un bureau d'études ou un architecte? Alors, de quelle convention on parle? Euh, Est-ce qu'on parle de... Donc, et en fait, il y a deux conventions. Il y a l'acte authentique qui sera passé devant un notaire euh, qui va fixer pour une certaine durée. Je vais y revenir, excusez-moi, faut que je pense à ce point. Excusez-moi, je vais y revenir. Donc ça, la question c'était, est-ce que c'est une prérogative du bureau d'études? Exclusive au maître d'ouvrage en relation avec un bureau d'études ou un architecte. Alors, le maître d'ouvrage, c'est celui qui va surplomber. Donc, c'est à son nom que va être établie évidemment la convention. Mais la convention, l'acte notarié, ça va être la prérogative du notaire qui va évidemment la rédiger. L'autre convention, celle qui fixe les règles, on va dire, de bon voisinage et de procédure, elle sera rédigée normalement par l'avocat. Cette convention, elle va pas être technique, hein. Elle va pas dire je vais isoler avec tel matériau et tout ça, hein. Elle va dire voilà, il y a un empiètement de temps qui est fixé euh, de façon, je pense qu'un plan devra normalement suffire, qui sera aussi d'ailleurs annexé à la convention, à l'acte authentique. Et elle va dire que cet empiètement est réalisé moyennant l'indemnité de temps. Et là va se poser une question sur laquelle je vais revenir parce que je ne l'ai pas mis dans les slides parce que c'est un vrai souci. Je fais juste 3 minutes là-dessus et après on reprend les questions si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va mettre dans cette convention? C'est un vrai mystère. Quelle est la durée qu'on va fixer pour cet empiètement? Est-ce que, normalement, en droit français, on n'a pas le droit de faire des conventions perpétuelles. C'est interdit. Donc, est-ce qu'on va dire, ben voilà, pendant 10 ans, on va vous payer telle somme pour vous indemniser de l'empiètement qu'on a pratiqué sur votre fonds? Qu'est-ce qui se passe au bout des 10 ans? Qu'est-ce qui se passe aussi si le fonds qui a été surplombé décide de récupérer son ouvrage parce qu'il a envie de lui aussi de faire un... imaginons par exemple, la question, à mon avis, va se poser dans le cas des murs mitoyens. Qu'est-ce qui se passe si le fonds qui a été surplombé, qui a accepté la convention, qu'il a exécuté sans difficulté, dit bah, maintenant je veux récupérer mon fonds? Et la question n'est absolument pas réglée, hein. Je le dis tout de suite, c'est un vrai trou noir de la loi et du décret. Qu'est-ce qu'on prévoit si jamais le fonds qui a été surplombé veut reprendre la propriété de son fonds? Voilà, c'était juste cette incidence. Il faudra y penser dans le cadre des conventions à rédiger. Parce qu'évidemment, si on fait un isolant et puis enfin, une ITE pour 10 ans et qu'après, au bout de 10 ans, il faut l'enlever, ça n'a pas, ça a pas de sens. Très bien. Hop. Donc, nouvelle question. Sur quelle grille est-il recommandé de calculer la charge locative avec le fonds voisin? Se pose la question de l'usage du bâtiment voisin. Les valeurs locatives de bureaux peuvent être une bonne base par défaut. Alors, je suppose que vous parlez de l'indemnité pour occupation provisoire du fonds voisin, si je comprends bien votre question. Euh, bon, le droit d'échelle, généralement, on a des usages, ceux que j'ai expliqués. Euh, Normalement, voilà, on prend le nombre de mètres carrés occupés, on prend le prix du mètre carré local, mais sans qu'il soit abusif aussi, parce qu'il ne faut quand même pas non plus exagérer. Et puis, on fixe un prix relativement raisonnable. Voilà. Parce que là encore, c'est le droit d'échelle. C'est un droit, mais une fois de plus, le refus ne peut pas être abusif.
il faut que on ne peut pas dire bah, je joue des sommes qui sont complètement délirantes, puisqu'on peut aller devant le tribunal en référé, on peut même faire ça en référé d'heure à heure, puisque moi j'en ai déjà fait, et le tribunal dit bah, vous demandiez 1000 euros, mais non, en fait, votre droit d'échelle, 100 euros est tout à fait suffisant, parce que on occupe quelques mètres carrés de chez vous, c'est votre toit. Moi, j'ai le cas récemment d'une terrasse à Paris qui a été occupée par un droit d'échelle, par le fonds voisin, pas pour des travaux sur élévation, mais pas d'ITE. Bah, il a fallu aller dans le tribunal parce que celui qui avait la terrasse exigeait des sommes faramineuses en disant qu'il était tout le temps sur sa terrasse, alors que jamais personne, comme par hasard, ne l'avait vu dessus. Voilà. On va dire, c'est des la règle, voilà, c'est une règle de bon sens et qui seront à appliquer au cas par cas, on va dire. Il y a une nouvelle question par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant. Qu'entendez-vous par prix au mètre carré local? Prix de la valeur locative, prix foncier non bâti? Est-ce que vous avez un peu plus précis? Moi, j'ai pour habitude, nous, on prend le prix du mètre carré, c'est-à-dire que si on est à Paris, ben, on prend 10 000 euros, d'accord? Mais attention, c'est pour fixer un prix, d'accord? Si par exemple, parce qu'on ne va pas occuper un mètre carré d'habitation par définition, hein. C'est-à-dire qu'on va occuper quoi? On va occuper un tour, on va avoir besoin d'un droit d'échelle sur une terrasse ou sur, on va dire, un jardin, par exemple. Vous voyez? Donc, le 10 000 euros, c'est le point de départ de la discussion. Mais évidemment, on ne va pas partir de ça parce que si j'occupe un bout de terrasse, je n'occupe pas quelque chose dont je ne prive pas le voisin d'une je le prive d'une certaine jouissance de sa propriété privée, mais pas la totalité, et je ne l'empêche pas de vivre chez lui. Donc, on part de ce prix-là et on dit, en gros, puisque c'est une terrasse, on fait un abattement de 50, 80% en fonction de, voilà, ou d'un jardin, pareil, et on multiplie par le nombre de mètres carrés. Mais a priori, on prend le prix du mètre carré dans le voisinage. Mètre carré à l'achat, si vous voulez. Très bien. Donc, une question qui est revenue plusieurs fois, mais vous y avez déjà répondu dans vos slides, mais on va quand même, je pense, reprendre. Comment doivent être calculées les indemnisations de surplomb? Alors, pareil, euh, jusqu'ici, c'est ce qu'on pratiquait quand on faisait des propositions de convention. Le prix du mètre carré multiplié par la surface occupée. Et en gros, on calculait sur 10 ans. Voilà. On multiplie par 10 ans et puis on faisait après une cote mal taillée. On essayait de dire, bah, écoutez, voilà, une fois que ce sera fait, ce sera fait. En fait, il n'y avait pas de règle. Mais donc, c'est pour ça que ça échouait parce qu'en réalité, à chaque fois, c'était des discussions. Il y avait du chantage quasi permanent, en fait, hein, tout simplement. Très bien. Nouvelle question. Dans le cas d'un mur mitoyen existant, l'épaisseur de 35 centimètres commence-t-elle à partir du centre du mur ou bien du nu-mur? Merci. Ouais. Eh ben, excellente question. Excellente question. Normalement, les 35 centimètres, ils partent à partir du centre. Normalement. Ouais. Mais je ne vous cache pas que c'est pas évident en jurisprudence. Pas du tout évident. Voilà. Puisque si vous avez un mur mitoyen, ben, vous devez entretenir ce mur jusqu'au centre du mur. Donc, par définition, la propriété, elle commence à partir du centre. Donc, on peut peut-être inclure, ce qui permettrait effectivement de gagner, ce serait intéressant pour celui qui veut surplomber, on peut partir du principe que la propriété, elle commence au milieu du mur, au centre du mur. Donc, il y a déjà une partie des 35 centimètres qui seront, on va dire, un peu mangés par l'épaisseur du mur. Très bien. Si le voisin surplombé adresse un courrier de refus sans saisir le juge, le propriétaire peut-il réaliser l'ITE avec surplomb? Et oui, c'est justement ça excusez-moi. C'est justement ça l'intérêt de cette nouvelle loi, c'est que si le fonds le surplombé ne réagit pas, ne saisit pas le juge, eh bien, il est réputé avoir accepté la proposition. Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais, par exemple, il dit ben non, je n'ai pas accepté, oui, mais monsieur, vous n'avez pas saisi le juge, ben, dans ce cas-là, on peut faire un référé et obtenir sous astreinte le droit d'échelle et donc venir carrément chez le voisin pour faire les travaux, puisqu'il n'a pas répondu.
D'où l'intérêt de notifier la demande l'intention de réaliser le surplomb par voie d'huissier. Ça, au moins, il ne pourra jamais dire qu'il ne l'a pas eu. Alors qu'un courrier, bon, on ne sait jamais. Surtout, voilà, le courrier recommandé. Il vaut mieux dépenser 100 à 150 euros de frais d'huissier parce que le délai de 6 mois, ça va très très vite en fait, hein. Donc, il vaut mieux le faire comme ça. Et oui, c'est vraiment le renversement complet de la loi. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment celui qui est surplombé qui doit euh, prendre l'initiative de saisir le juge. Et ça change tout quand même. Bien. Alors, le montant peut être au titre du préjudice subi par l'implantation. Est-ce que vous avez toutes les infos pour répondre à cette question? Alors, j'ai esquissé la Oui. réponse dans mes slides, mais de façon très prudente. Euh, Parce que va se poser effectivement cette question. euh, le fait d'avoir un ITE dans un mur, enfin, chez soi, en fait. Bon, donc on va dire, un préjudice qu'on peut qualifier de matériel, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai perdu une partie de ma propriété. Bon, ça, on sait à peu près calculer, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un préjudice aussi immatériel de cette implantation, enfin de ce que vous appelez l'implantation, donc de cet ITE? C'est-à-dire que voilà, j'avais un beau mur je sais pas, je prends un exemple complètement imaginaire, mais j'avais un beau mur en face de moi avec du lierre ou je sais pas quoi, enfin, voilà. Et maintenant, j'ai une ITE absolument pas belle du tout. Est-ce qu'il peut y avoir un préjudice, on va dire, une sorte de préjudice moral, hein? Là, eh bien, c'est sans doute une question qui va se poser. Euh, Là, franchement, comment est-ce que la jurisprudence, les tribunaux vont répondre à cette question? Parce que très clairement, la loi et le décret se sont déchargés sur les tribunaux de la question. Bonne question. Et je pense qu'effectivement, ça va peut-être être un moyen, disons, on va prendre les choses d'un côté pratique, ça va sans doute être un moyen pour les fonds surplombés de trouver un moyen de s'opposer. D'accord? Au niveau de l'indemnisation, je parle, hein, évidemment, hein, au niveau de l'indemnisation du préjudice subi, non pas sur le principe, puisque là-dessus, on pourra pas, si la seule solution c'est l'ITE, s'il n'y en a pas d'autre, le fonds ne peut pas s'opposer simplement en disant que c'est moche, c'est pour simplifier. D'accord? C'est uniquement s'il considère que l'indemnisation de l'ITE entraîne un préjudice qui jusqu'ici n'est pas que matériel. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Très bien. La prochaine question, c'est moi qui vais y répondre. Pouvons-nous avoir la présentation en PDF? Oui, vous pourrez l'avoir. Je vous la transmettrai par mail. Et le webinaire sera aussi disponible sur YouTube. Alors, nouvelle question. Donc, dans les faits, plusieurs copropriétés ont engagé des travaux de rénovation sans établir une convention de surplomb. Concrètement, quels sont les risques? L'isolation doit-elle être retirée du pignon, par exemple? Alors effectivement, s'il y a un empiètement, eh bien le fonds surplombé qui n'a pas donné son accord euh, peut obtenir effectivement la destruction de l'ouvrage, donc la destruction de l'ITE. En fait, si vous voulez, en matière d'empiètement, c'est pas tout à fait juridique ce que je veux dire, mais ce qu'on appelle les juridictions du fond, c'est-à-dire le tribunal et la cour d'appel, ont parfois tendance à dire, oh, écoutez, c'est 0,5 cm, c'est rien, il n'y a pas de raison qu'on détruise un ouvrage parce que voilà, il y a un tout petit empiètement. Et là-dessus, la Cour de cassation est absolument impitoyable. Elle a une position maximaliste qui ne risque pas de changer. Même dès le 0,1 cm, vous devez détruire. D'accord? Le seul point sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que pour arriver en Cour de cassation dans ce genre de dossier, il se passe au minimum 5 à 8 ans. D'accord? Donc, effectivement, vous pouvez prendre le risque de poser une isolation thermique par l'extérieur, compte tenu de la durée de la procédure, qui ne peut pas faire l'objet d'un référé de surcroît, parce que c'est une question de fond. Enfin,
on peut multiplier les procédures avant d'arriver devant la Cour de cassation. Et si jamais l'ITE est, on va dire, très faible, vous pouvez avoir l'impression que vous avez raison et que vous allez gagner devant le tribunal et la Cour d'appel. Le risque, c'est que si vous allez devant la Cour de cassation, là, vous êtes sûr et certain de vous faire ratiboiser et donc de devoir enlever l'ITE. Donc, oui, effectivement, s'il y a un surplomb, il faut vérifier si c'est quand même assez étonnant qu'une propriété ait accepté d'être surplombée sans donner son accord, et accepter des travaux et laisser faire des travaux sans avoir donné son accord. Mais là, c'est très clair, le risque, le risque, il est quasiment à 100% hein, de devoir faire retirer l'ITE. Je précise aussi que euh, il peut y avoir l'usucapion, hein, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, finalement, la propriété ne peut plus être contestée, mais c'est 30 ans. Et c'est uniquement pour les ouvrages aériens. Donc, le délai est quand même très long. En plus, pendant les 30 ans, la règle de l'usucapion, c'est qu'il n'y a pas la moindre contestation, la moindre remarque de celui dont on a pris la propriété. Il suffit qu'il y ait un simple courrier pendant les 30 ans pour que le délai soit interrompu. Donc, voilà, il y a quand même de très gros risques à engager des travaux alors attention, d'empiéter sur le voisin euh, sans, euh, sans avoir l'accord du voisin. Ok, donc bien demander à la convention. Alors, est-ce que le surplombé peut opposer pour des raisons esthétiques? Par exemple, un mur de briques devient un mur blanc, isolé, mais sans caractère dans son joli jardin. Alors, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure en complétant. Si on s'en tient aux stricts critères de la loi est très claire, c'est des conditions purement techniques. C'est-à-dire, le fonds qui veut surplomber veut réaliser une ITE et n'a pas d'autre solution pour arriver à ses objectifs en matière de rénovation thermique. C'est la seule condition qui est posée par la loi. Donc, le fonds surplombé, normalement, ne peut pas opposer des raisons esthétiques. En revanche, c'est la question qui reste en suspens, qui n'est pas fixée ni par la loi ni par la jurisprudence. Est-ce que, effectivement, il ne va pas pouvoir demander une indemnisation spécifique sur ce point? Très bien. Que se passe-t-il si, passé 6 mois, sans qu'il y ait saisi le juge, le voisin refuse de signer la convention et l'acte authentique? Eh bien, il y a des procédures pour ça. C'est-à-dire qu'il faut engager un référé et le juge des référés ordonne au fonds voisin de venir signer chez le notaire sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. Il y a une procédure chez les notaires aussi, je vous rappelle. C'est-à-dire que le notaire envoie une sommation de venir signer et s'il n'y a pas de réponse, on saisit un juge des référés, et même en heure à heure d'ailleurs, si urgence, et on obtient l'obligation de venir signer sous astreinte. Et dans le pire des cas, on peut éventuellement aller au fond pour demander à ce que l'acte soit régularisé, mais ça c'est plus compliqué, puis les juges n'aiment pas trop. Très bien. Alors, si des chantiers viennent d'être lancés ou sont prévus pour septembre 2024, est-ce que nous tombons sous le coup de cette loi? Oui, parce que la loi date de 2021 et le décret de 2022. Donc c'est rétroactif. Oui, enfin, ça Très bien. s'applique au moins depuis 2022. Ok. Alors là, c'est un cas très particulier. C'est un copropriétaire. Nous sommes une copropriété et avons tenté une discussion avec la copropriété voisine. Nous allons devoir renoncer à notre projet ITE car la copropriété voisine refuse le droit d'échelle et va demander une indemnité exorbitante. Si on applique la formule dont vous avez parlé à Paris, donc 35 cm fois enfin, votre formule, J'ai prix du compris. terrain, voilà. Oui. Quel est le prix du terrain à Paris non constructible? Donc, une fois de plus, quand j'ai parlé du prix du mètre carré, c'est un point de départ de discussion, d'accord? Mais évidemment, c'est pas le prix du mètre carré habitable,
Hein. Donc, est-ce que c'est un terrain, est-ce que c'est un endroit où les gens habitent? Est-ce que ça les gêne dans leur quotidien ou pas? Il n'y a pas de règle précise, hein. Mais il est certain que si le droit d'échelle, si on ne l'obtient pas par la voie amiable, ça s'obtient par la voie judiciaire. Et donc, s'il y a des travaux qui vont être engagés, si la discussion n'a pas pu avoir lieu, il y a la possibilité d'engager une procédure de référé. Alors, à Paris, ce qui va se passer, c'est que le magistrat va immédiatement ordonner une médiation. Enfin, une médiation, ça dure une semaine, hein. Si ça ne marche pas, bah, voilà. Et là, à ce moment-là, on revient devant le juge. Et s'il n'y a pas de raison, normalement, le droit d'échelle, s'il a été bien préparé, il y a pas de possibilité. On n'a pas le droit d'abuser d'un droit, hein, notamment d'un droit provisoire comme le droit d'échelle. C'est plus compliqué de contester un abus de droit de propriété. C'est-à-dire, jusqu'ici, c'était impossible d'obtenir de forcer les gens à céder leur propriété. La Déclaration des droits de l'homme s'y opposait. Bon. Je précise d'ailleurs que le Conseil constitutionnel a validé cette loi. D'accord? C'est très important parce que une fois que le Conseil constitutionnel a validé la loi et le droit de surplomb, on ne peut pas faire la procédure qui consiste à contester devant le tribunal la constitutionnalité d'une loi par le biais d'une procédure qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Le fait que le Conseil constitutionnel ait dit que la loi était conforme à la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la contester maintenant. Donc, là maintenant, il y a vraiment un changement. Mais attention, ne confondez pas le droit de surplomb et le droit d'échelle, hein. Le droit d'échelle, là-dessus, il y a pas de souci. Si vous avez besoin d'un droit d'échelle pour faire vos travaux, le refus qu'on vous oppose ne peut pas être abusif. Et donc, si on va devant le tribunal, on obtient généralement des décisions assez intéressantes parce qu'on sait très bien qu'à Paris, le droit d'échelle s'étend pendant tant de jours, de mois, enfin, de semaines, et il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Ça peut se régler très facilement. Très bien. Pourriez-vous revenir sur les deux types de conventions et la différence entre les deux? Alors, je suppose que vous parlez de la convention notariée, donc l'acte notarié, qui est donc ce qui va être qui est un acte authentique de notaire, qui va fixer l'empiètement de propriété et l'indemnisation de ce droit. D'accord? Et surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme en fait, le notaire, c'est le seul qui a le droit de déposer un acte au SPF. OK? En revanche, donc là-dessus, on ne peut pas se passer de lui. L'autre convention, c'est celle qui va, on va dire, qui va être un peu plus large et qui va permettre de fixer, on va dire, les règles de voisinage entre les deux parties sur la procédure à joindre. Enfin, voilà, c'est plus une convention d'ordre général. Elle n'est pas, elle est peut-être pas nécessaire absolument, absolument, mais il vaut mieux le faire, en fait, si vous voulez. Pour dire, voilà, il y aura un acte authentique qui sera signé à telle date, devant tel notaire, par exemple. C'est plus pour ça. Donc, il y a un acte qui est un acte authentique, c'est-à-dire un acte qui fait loi, qui fait acte de loi, enfin, qui vaut loi, pardon, parce que c'est un acte de notaire, et l'autre, c'est un acte sous seing privé entre parties, rédigé soit entre avocats, soit entre parties. Très bien. Nouvelle question encore sur le schéma que nous avons sous les yeux, qui n'a pas été très bien compris visiblement. Donc sur le schéma des 2 mètres à partir de la toiture que vous avez montré au départ n'est donc pas la règle. On peut isoler alors sur 15 centimètres à partir de la toiture voisine. Alors, la loi fixe un maximum de largeur, donc de 35 centimètres, et une hauteur minimum de 2 mètres. D'accord? La seule chose que la loi ne dit pas, c'est que on peut se mettre d'accord avec le fond voisin pour faire différemment. Voilà, c'est tout. Très bien. Si la pose d'une ITE concerne un seul étage, R+5 par exemple, y a-t-il des problèmes liés au surplomb de la copropriété? Oui, comme je vous l'ai dit, la copropriété, c'est une propriété à la fois du sol, du tréfonds et de l'aérien. Et donc, la propriété, elle va jusqu'en haut. Donc, si vous n'isolez qu'un seul étage, il y a un surplomb qui se fait. Ouais. Bon, ce sera peut-être plus facile à négocier, hein, cela dit. Très bien.
Le calcul de l'indemnité pour droit d'échelle est-elle également applicable pour un ravalement ou un échafaudage de couverture sans impact sur le long terme? Oui, bien sûr, c'est deux choses différentes. Le droit d'échelle, c'est quelque chose qui existe depuis fort longtemps. C'est une création de la jurisprudence. Et voilà, le calcul de l'indemnité, il est connu. En fait, si vous voulez, parce que juste pour reprendre ce que j'ai dit au début, le droit de surplomb, c'est le droit de surplomber le fonds voisin. Et une des conséquences, parce que sinon ça ne marcherait pas, une des conséquences de ce droit de surplomb, c'est le fait de pouvoir accéder temporairement à l'immeuble voisin pour mettre les installations de réalisation des travaux. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le droit d'échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux choses qui sont. Le droit de surplomb emporte le droit d'échelle. D'accord? Ils sont liés. C'est-à-dire qu'ils doivent être rédigés, enfin, ils doivent figurer tous les deux dans la convention. Très bien. En cas de non-réponse de la propriété voisine sur la convention de surplomb, l'indemnisation accordée est celle définie dans la convention envoyée. Oui, tout à fait. Rapide. Donc, c'est Voilà. pour ça qu'il faut bien la définir parce que oui, c'est le fait, une fois que vous avez notifié et que les 6 mois sont passés, bah, ça vaut contrat. Très bien. Alors, ça, on avait déjà répondu. Comme on n'a plus beaucoup de temps, j'essaye de prendre des questions qui ont, on va dire, pas été encore posées. Euh, Alors, la copropriété voisine refuse le droit de surplomb sur un pignon sous prétexte de perte d'ensoleillement. Elle est où la question? Dans les questions-réponses, c'est Ah, Monsieur Tassi, Jean-Pierre. d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez juste me la répéter? Parce que là, je La vois pas. copropriété voisine refuse le droit de surplomb sur un pignon sous prétexte de perte d'ensoleillement. Ça ne fait pas partie des conditions de la loi, justement. Excusez-moi de poser la question bêtement, mais comment est-ce que l'ITE va empêcher l'ensoleillement? Ça, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais non, ça ne fait pas justement. La loi est très précise, hein. C'est est-ce qu'il y a une autre solution que l'ITE? S'il n'y a pas d'autre solution que l'ITE, il y a un droit de surplomb. Très bien. Mais peut-être éventuellement se posera la question de l'indemnisation. Alors, j'avais parlé de préjudice, on va dire, immatériel. Effectivement, alors j'avoue, je ne vois pas trop comment c'est possible. Enfin, je pense que vous savez de quoi vous parlez. La question, effectivement, de l'ensoleillement. Oui, la perte d'ensoleillement. Bien. Alors, Euh, cela dit, de ce point de vue-là, excusez-moi, l'ensoleillement, notamment en zone urbaine, et surtout à Paris, il ne faut plus trop compter là-dessus, hein. Voilà. C'est quand on construit à Paris, bah oui, on perd de l'ensoleillement et c'est comme ça. Voilà. En zone urbaine, il faut une perte d'ensoleillement de 90% pour que le tribunal regarde le dossier, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est difficile à obtenir quand même. Très difficile. Il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, en revanche. Très bien. Si le voisin surplombé adresse un courrier de refus sans saisir le juge, que l'on a obtenu un référé de droit de surplomb, faut-il quand même signer un acte authentique? Oui, oui, parce que l'acte authentique, c'est ce qui va permettre au notaire et donc au fonds qui surplombe de faire valider sa propriété. Je rappelle que si ce n'est pas publié à la propriété, à la publicité foncière, eh ben, vous n'êtes pas propriétaire, hein. Seuls les actes publiés au SPF donnent la propriété. Donc, il faut aller jusqu'au bout de la procédure et forcer le fonds voisin à signer l'acte, selon la procédure que j'ai indiquée. Très bien. Quels droits peuvent faire valoir les copropriétés déjà surplombées? Y a-t-il une forme de rétroactivité? Donc,
Il y a pas de, il y a le seul droit possible, c'est un usucapion, c'est-à-dire que si pendant on a surplombé depuis plus de 30 ans sans qu'il y ait eu la moindre contestation de la part de la partie surplombée, il peut y avoir un usucapion pour un empiètement aérien. C'est la seule possibilité. Sinon, à tout moment, la copropriété surplombée peut essayer d'obtenir la dépose de l'ouvrage. Très bien. Quelle est la différence entre le droit de surplomb et la convention collective d'empiètement qu'on a l'habitude de demander pour les ITE? Alors, j'avais entendu parler des conventions d'empiètement qui ne marchaient quasiment jamais, puisqu'on se heurtait toujours à un chantage du fonds voisin. Le droit de surplomb, si vous voulez, c'est un droit qui est maintenant, enfin, la loi crée le droit de surplomb, c'est-à-dire qu'il n'existait pas avant. Et c'est un droit, c'est même pas une servitude, hein, c'est au-delà. Donc maintenant, si vous voulez, là, il n'est plus question d'une convention. Enfin, il va y avoir des contrats d'empiètement, enfin des conventions de surplomb qui, elles, résultent maintenant de la loi. Avant, il était tout à fait possible de se mettre d'accord entre fonds pour faire un empiètement, pour faire une ITE, mais là, comme il n'y avait aucune obligation pour le fonds surplombé, bah, finalement, ça a échoué toujours. Très bien. Euh, ta, ta, ta. Le montant de la valeur vénale du terrain a été déterminé par capitalisation du revenu de la valeur locative telle qu'elle figure dans les fichiers de l'administration fiscale. Point d'interrogation. Ça a été fait 2 fois. Bon, je pense que vous parlez d'un bail commercial, a priori. Enfin, voilà. Euh, Disons que si c'est un terrain qui n'est pas construit pour évaluer je ne sais pas quoi, la valeur de ce bien, enfin de ce terrain, il y a il y aura, ouais, alors je comprends votre question. Comment est-ce qu'on évalue un bien? Il y a des méthodes d'évaluation des biens, il y a même des gens qui sont diplômés de ça. C'est des experts, oui, il y a même des experts judiciaires qui vont évaluer la valeur du bien et qui utilisent plusieurs méthodes. Effectivement, la capitalisation du revenu de la du revenu de la valeur locative dans le cadre d'un terrain de nature commerciale, c'est une méthode d'évaluation, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire que ce sera le prix du surplomb, hein. Très bien. La justification technique pour la réalisation de l'ITE, l'audit énergétique, peut-il être un outil justificatif fort? Ouais, bonne idée. Euh, S'il y a autre chose, c'est encore mieux. Voilà. Je pense qu'il sera intéressant dans le cadre de ces procédures que l'architecte ou le BET écrivent noir sur blanc à un moment, il n'y a pas d'autre solution que l'ITE, en fait. Vous voyez? J'ai pas simplement qu'ils disent je file l'ITE parce que l'audit énergétique m'a dit qu'il fallait le faire. Il faudra aussi dire, enfin, pour que le dossier justement soit le plus solide, il faudra aussi dire il n'y a pas d'autre solution qu'une ITE. Que l'architecte ou le BET, l'homme de l'art, on va dire, l'écrit noir sur blanc, ça aidera quand même beaucoup le dossier. Très bien. Cas plus précis donc, dans le cas de la surélévation d'une copropriété où une ITE a été posée en surplomb par la copropriété voisine, l'ITE doit-elle être détruite pour que la première copropriété récupère sa surface? Alors, dans le cas d'une surélévation d'une copropriété, donc L'ITE a été posée par la copropriété voisine. L'ITE doit-elle détruire pour que la être première, détruite. ouais, être détruite pour que la première copropriété récupère sa surface? Alors, euh, c'est dommage parce qu'en matière de surélévation, justement, c'est un risque qu'il faut évaluer avant. Et donc, faire une surélévation avec un surplomb et sans avoir réglé la question avec la copropriété voisine, c'est un peu dommage.
C'est un peu dommage parce que, bah voilà, effectivement, s'il y a un surplomb, s'il y a un empiètement, bah oui, effectivement, elle peut tout à fait la récupérer. Et elle a de fortes chances de l'obtenir. C'est même quasi automatique, hein, voilà. La seule chose qui peut poser problème, c'est le coût et la durée de la procédure. Mais à part ça, dans le cas d'une surélévation donc, qui a été faite, ça veut dire que ce qui est déjà pas mal, ne pas avoir vu ça au préalable, c'est un peu dommage. Si je comprends bien votre question, évidemment, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà, si c'est ça le schéma de votre question, c'est un peu étonnant. Parce que ça, pour le coup, euh, pas avoir fixé pas avoir pris contact avec la copropriété voisine avant la surélévation et avoir fait un surplomb dans le cadre de la surélévation, c'est quand même très dangereux. Très bien. Pour le vote en AG pour accorder le droit de surplomb chez la propriété voisine, est-ce la majorité absolue ou simple? Ah, très bonne question. La loi ne le dit pas, mais on peut. Alors, il y a deux possibilités. Soit on considère que c'est une aliénation de partie commune. Dans ce cas-là, ce sera plutôt l'article 26, c'est-à-dire la supermajorité, la double majorité. Euh, Soit on considère que c'est les travaux de rénovation énergétique, mais ce serait l'article 24, donc la majorité simple des présents représentés. Euh, J'aurais tendance à dire que il faudra voter l'article 26, ce qui ne va pas simplifier les choses, évidemment. Parce que ça veut dire en fait qu'il y a un très gros risque de refus en fait, de l'Assemblée générale, parce que l'article 26 c'est difficile à obtenir. On pourra vraisemblablement envisager une passerelle à l'article 25 pour faire simplifier les choses. Et donc, ça voudra dire que la copropriété surplombée bah, n'aura pas d'autre choix que de saisir le tribunal parce qu'il y aura eu un refus et donc il faudra qu'elle engage une procédure. La question n'a pas été résolue par la loi. C'est un point, c'est une question très intéressante. Ouais, tout à fait. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous laisse choisir une dernière question. Non, non, je Qui... voulais choisir. Ah, alors j'essaye de trouver une qu'on n'a pas trop abordée. Ta, ta, ta. Alors, la Euh, convention d'empiètement, on la je- je- demande pour le ravalement d'un pignon qui donne sur le voisin et on le fait que si on aura l'accord sur l'empiètement. Alors, c'est justement le but de la loi et de cette nouvelle procédure. Il faut obtenir cet accord. La question, ce qui est intéressant avec la nouvelle loi, c'est que l'accord, on l'obtient éventuellement par défaut de réponse du fonds surplombé. Et ça, c'est tout nouveau. Jusqu'ici, on ne pouvait rien faire si on n'avait pas un accord formel, écrit, signé et passé devant notaire de surcroît du fonds surplombé. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, il faut qu'il y ait un refus de la partie surplombée, enfin du fond surplombé, et en plus, il faut que ce refus soit exprimé dans le cadre d'une procédure judiciaire et que le tribunal, en plus, fasse droit à l'opposition. D'accord? C'est pas simplement de saisir le tribunal. Il faut aussi que le tribunal dise, bah oui, vous avez raison, vous avez le droit de vous opposer. Si ce n'est pas le cas, bah, voilà, aujourd'hui, normalement, les surplombs, notamment pour ITE, puisque je rappelle, une fois de plus, c'est très important, ce n'est pas un simple ravalement, hein. Il faut que ce soit une isolation thermique par l'extérieur. Pour l'instant, le droit de surplomb ne s'applique qu'à ce cas-là. Voilà. On va très bien. C'était du coup la dernière question. Donc, navré, il y avait encore des questions ouvertes. Malheureusement, on n'a plus le temps. On a répondu à 30 questions déjà. Hmm. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc ce sera rediffusé sur YouTube, hein, vous pourrez le retrouver, et le PowerPoint sera renvoyé par mail à tous les inscrits à ce webinaire, même ceux qui n'étaient pas là. J'en profite pour vous dire également que nous avons un appel à candidature sur les trophées métropolitains Coach CoPro, donc pour les copropriétés qui ont effectué des travaux globaux sur leur immeuble et qu'on a des inscriptions jusqu'au 24 mai. Voilà, c'était juste pour terminer au niveau des événements de l'APC. Je remercie Monsieur Maître Voilà. Baumgartner, Julien, Merci beaucoup. pour cette intervention qui était super intéressante. Donc, n'hésitez pas à suivre sur l'agenda de l'APC les prochaines interventions, les prochains événements. Euh,
Donc voilà, on va s'arrêter là et je vous remercie en tout cas d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. au revoir.